Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sharon Louise Carr naît le 21 décembre 1979 à Belize, située dans les Caraïbes. Elle grandit dans la pauvreté. Elle est élevée par sa mère, Molly, qui est une adepte du vaudou, et son beau-père, George, qui est d'origine anglaise. Il est membre du corps médical de l'armée royale et la raison pour laquelle ils sont sur cette île, c'est tout simplement puisque lui, il était à ce moment-là en mission dans les Caraïbes. Son beau-père est alcoolique. Sa mère est instable psychologiquement, donc elle s'énerve très rapidement. Et la petite Carr grandit entre les deux. Je pense que c'est pas le meilleur moyen de vivre une enfance paisible. Elle passe une partie de son enfance à Belize, sous les tropiques, avant que sa famille ne déménage en Angleterre, sous la grisaille, désolé pour le cliché. Il s'installe à Camberley dans le Surrey. Ça a dû être un grand bouleversement pour la famille mais aussi pour la petite fille, car passer d'une vie dans les tropiques, sous le soleil, à une vie en Angleterre, dans une cité, dans un quartier défavorisé, ça ne doit pas être évident. En plus de ça, sa mère est très violente. Je vous ai dit qu'elle était instable psychologiquement. Ce n'est pas rare qu'elle punisse sa fille et un jour même, elle lui verse du poivre sur les parties génitales. Comme elle pratique le vaudou, elle a aussi pour habitude de faire des petits rituels sur les animaux. Et un jour, je ne sais pas vraiment pourquoi, elle asperge son voisin de kérosène. Tout est donc fait pour que la petite Carr devienne une tueuse, ou du moins une psychopathe. Placée en famille d'accueil, ça lui donne un petit peu de répit qui sera de courte durée puisqu'un mois plus tard, elle retourne vivre chez sa mère. À l'école, ses professeurs la décrivent comme une jeune fille polie et serviable, qui s'implique dans la vie de l'école et elle fait même partie du club de basketball. Rien ne semble bizarre. Cependant, son comportement change petit à petit et lorsqu'elle a 11 ans, elle commence à devenir une élève perturbatrice. Elle perturbe ses camarades en cours, elle répond mal au professeur, ce qui attire l'attention du proviseur. Elle se met notamment à fumer et elle devient de plus en plus distante avec ses camarades et avec ses professeurs. Quand je dis qu'elle se met à fumer, je parle de cannabis. Elle fume quotidiennement et dans un journal, elle écrit ses pensées. Des choses comme « j'ai trop envie de vacances »,« l'école c'est chiant »,« j'en ai marre des maths ». Et petit à petit, ces pensées deviennent de plus en plus sombres puisque des phrases banales que tout enfant pourrait écrire comme « ah j'aime pas l'école, j'aime pas les maths », ça devient des phrases comme « la jalousie me donne envie de me battre ». Et on verra plus tard, je vous lirai une partie de son journal qu'elle a écrit où elle dit clairement qu'elle est née pour tuer. En plus d'écrire des choses dans son journal, elle dessine aussi et la plupart de ses dessins représentent des couteaux. À peine installé en Angleterre, le couple, donc sa mère et son beau-père, se disputent très souvent. En fait, ils se disputent quotidiennement et même des fois plusieurs fois par jour. Donc, ils décident de se séparer et en 1987, ils divorcent. Divorce qui n'est pas bien accueilli par Molly. Elle n'accepte pas cette décision, elle n'a pas le choix, mais elle ne l'accepte pas. Et elle aimerait quand même parler à George. Il se rend chez elle pour discuter, pour certainement mettre toutes les choses à plat, lui rendre des affaires et se quitter définitivement. Cette discussion ne va pas du tout bien se passer, puisque Molly lui renverse accidentellement une casserole d'eau bouillante sur la figure. Autant vous dire qu'il est gravement brûlé, et le plus grave dans tout ça, même si l'acte en lui-même est déjà extrêmement grave, Carr assiste à la scène. Sa mère écope d'une peine de prison avec sursis ainsi qu'un suivi psychiatrique pendant 3 années. Pendant ce temps-là, la petite Carr, elle est baladée de famille d'accueil en famille d'accueil, parfois en orphelinat. On remarque donc que malgré le fait que la famille ait déménagé, la violence fait partie intégrante de la vie de la petite fille. Puisque certes, au Belize, son père était alcoolique, sa mère était violente, mais le déménagement en Angleterre n'a pas arrangé les choses. La police découvre plus tard qu'elle a décapité le chien du voisin avec une pelle
et que soi-disant l'un de ses amis lui avait suggéré de faire frire un hamster, juste pour voir ce que ça faisait. De son côté, la petite Car, qui est de plus en plus perturbée à l'école et qui visiblement n'aime pas l'école, qui a besoin de vacances, en fait elle veut tout sauf poursuivre l'école, elle décide d'arrêter. De toute façon, elle n'a absolument pas l'ambition de faire de grandes études, de devenir médecin ou avocat, ou ni même employée. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de devenir une tueuse. Et pas une simple meurtrière, non, non, la plus jeune meurtrière du pays. Elle met alors son fantasme en œuvre le 7 juin 1992, Car a 12 ans. Ce soir-là, elle traîne avec 2 hommes plus âgés qu'elle et ils sont dans le quartier des boîtes de nuit de Farnborough. Elle repère Cathy Radcliffe. C'est une coiffeuse, elle est âgée de 18 ans et elle semble quelque peu désemparée. Cathy, c'est une fille sans histoire, toujours souriante, appréciée de tous. Elle a beaucoup d'amis, elle n'a aucun problème. Elle vit avec ses parents Joseph et Hélène, mais aussi avec sa sœur Joanne, avec qui elle a de très bons rapports. C'est une jeune apprentie coiffeuse et elle vient de se séparer de son petit ami. Le 7 juin 1992, elle n'a qu'une idée en tête, sortir pour faire la fête, pour oublier sa rupture. Elle se rend donc à Camberley dans une boîte de nuit, le Ragamuffin, pour fêter, boire, oublier. Et la petite Car s'y trouve également. Oui, Car a 12 ans. Le lendemain, elle a école. Posez pas de questions. Elle est en boîte de nuit, elle a réussi à rentrer, tout est normal. Elle est probablement rentrée avec les 2 hommes qui sont beaucoup plus âgés et peut-être qu'à l'époque, ils étaient moins regardants concernant l'âge. Peut-être aussi qu'elle était habituée de la boîte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens la connaissaient, les 2 hommes y allaient très souvent, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a pu rentrer si facilement. Et étant donné que ses parents ne se souciait pas trop d'elle. C'était pas si choquant que ce soir-là, elle ne soit pas chez elle. Car et Cathy restent jusqu'à la fermeture de la boîte de nuit. Puis Cathy, elle erre sur le parking. Et Car, ça, elle le voit. Elle se rend compte que la jeune femme de 18 ans cherche un véhicule pour pouvoir rentrer chez elle. Les 2 amis qui sont avec Car, ils avaient un peu repéré la fille de 18 ans. Visiblement, ils l'aimaient bien. Ce qui ne plaît pas du tout à Car. Elle est très jalouse. Rappelez-vous, dans son journal intime, elle avait parlé de la jalousie. Et ça, là, ce qu'elle voit, ça lui plaît pas. Elle se dit, mais pourquoi il s'intéresse à elle? Moi, je suis là. Et direct, il y a une certaine relation conflictuelle de jalousie entre cette jeune fille de 18 ans et elle qui a 12 ans. Car lui aurait proposé de la raccompagner chez elle. Enfin, lui aurait proposé que ses amis, qui eux avaient la voiture, la raccompagnent chez elle. Elle accepte. Et très vite, elle se rend compte qu'elle s'est mise dans le pétrin. Elle est dans un traquenard. Quand la voiture s'avance vers une zone boisée, elle se dit qu'elle ne va pas s'en sortir. Instinct de survie, elle se met à courir. Car court à son tour pour la rattraper. Ne me demandez pas comment, Car arrive à la rattraper. Peut-être que Cathy était bourrée, qu'elle a trébuché et que Car a pu la rattraper. Mais il faut quand même préciser, rappeler qu'il y en a une qui a 18 ans, l'autre qui a 12 ans. Donc logiquement, celle de 18 ans doit normalement courir plus vite. Mais comme elle était certainement alcoolisée, Car a réussi à la rattraper. Bref, ce n'est qu'un détail. Car la rattrape, elle la poursuivait avec un couteau, elle la frappe une 40aine de fois, dont 32 coups portés à la poitrine, dans l'anus et dans le vagin. Ensuite, elle la déshabille, elle remonte les vêtements au niveau du ventre, ce qui pourrait faire penser à un viol, et elle abandonne le corps dans une rue à côté. Les 2 hommes qui étaient avec Car sont très rapidement partis. Eux, ils ne sont pas restés quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont pris la fuite. Ils n'ont même pas cherché à courir derrière Car en fait. Ils l'ont laissé faire. Je ne suis même pas sûre qu'ils savaient qu'à ce moment-là, Car l'avait tué. Et ce n'est que le lendemain que la police découvre le corps. Au vu des blessures portées et de l'extrême violence du crime, les policiers pensent immédiatement à un homme. À aucun moment, ils ne s'imaginent que ce crime pourrait être l'œuvre d'une adolescente de 12 ans. D'autant plus que des témoins disent avoir vu quelqu'un, la police fait un portrait robot à partir des descriptions, et devinez quoi? Le portrait robot est un homme. Ce soir-là, Car est extrêmement satisfaite. Elle écrit dans son journal « Je suis une tueuse. Tuer est mon business, et le business est bon. Je suis née pour être une meurtrière. Tuer pour moi, c'est une excitation, et cela me fait tellement planer que je ne veux plus jamais redescendre. Chaque nuit, je vois le diable dans mes rêves.
parfois même dans mon miroir, mais je réalise que c'est juste moi. Étant donné que des personnes ont vu Carr avec les 2 hommes, notamment dans la boîte de nuit, elle est interrogée. Et pendant son interrogatoire, elle balance même les 2 hommes avec qui elle était. Cependant, ils ont un alibi très solide et ils sont automatiquement éliminés de l'enquête. Des années passent et Sharon Carr n'aurait peut-être jamais été arrêtée si elle n'avait pas pris l'habitude de fêter l'anniversaire de son premier meurtre. 2 ans plus tard, jour pour jour, le 7 juin 1994, elle s'en prend à une autre victime. Elle poignarde Anne-Marie Clifford, une étudiante au Collingwood College Comprehensive à Camberley, car la poignarde dans le dos avec un couteau de 15 cm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Et avec ce couteau, elle lui perfore les poumons. La victime survit, grâce à un groupe d'élèves témoins qui venaient juste de rentrer dans les toilettes et qui ont vu ce qui s'était passé. Enfin, du moins, la fin de l'acte. Après avoir appelé la police, Carr est arrêtée immédiatement et la survivante dira que lorsque Carr l'avait plantée, elle avait un sourire sur le visage. Une fois arrêtée, elle est envoyée dans un centre pour jeunes délinquants juste à côté de chez elle, le Bullwood Hall, et elle y restera 2 années. Le but de ça, c'est tout simplement de l'observer et de comprendre son comportement. Très vite, il se rend compte que la jeune fille a soif de revanche et elle a même essayé de tuer 2 personnels du centre en les étranglant. Encore une fois, et heureusement, elle a échoué. Suite à ça, les policiers la surveillent, l'observent 24 heures sur 24 et la mettent sur écoute. Ils écoutent notamment les conversations qu'elle peut avoir avec ses amis et sa famille. Ils en apprennent beaucoup grâce à un gardien pour qui Carr avait un béguin et à qui elle avait raconté plein de choses. Ce n'était pas seulement raconter ses exploits, elle se vantait de ce qu'elle avait commis dans le monde extérieur. Tous les détails qu'elle lui donne, ce sont des détails que personne d'autre ne connaissait, et en particulier sur le meurtre de sa première victime, Katie Radcliffe. Les policiers décident notamment de lui confisquer ses journaux intimes et dedans ils trouvent des choses comme « Je plante le couteau dans sa poitrine ». Ses yeux se ferment. Elle me supplie. Alors je lui plante encore et encore. Je ne veux pas lui faire de mal, mais j'ai besoin de lui faire violence. Je dois vaincre sa beauté, sa sérénité, sa sécurité. Je vois son visage quand elle meurt. Je sais qu'elle sent que sa vie se retire lentement d'elle et je l'entends haleter. Je suppose qu'elle essayait de respirer. L'air cesse de circuler au fond de sa gorge. Je sais qu'elle a respiré, mais ce n'est plus le cas maintenant et je suis joyeuse. Carr a demandé que sa condamnation pour meurtre soit remplacée pour une condamnation pour homicide volontaire avec une responsabilité réduite, ce qui a été refusé. Son procès débute en mars 1997 et il va durer 4 semaines. Les enquêteurs se basent sur 2 choses. Les écrits de Carr, mais aussi son audition qui a duré 27 heures. Le sergent détective Paul Clements, qui l'a interrogée de manière approfondie, a déclaré « C'était presque comme si elle était dans un autre monde. Ce qui me vient à l'esprit quand je lui parle, c'est la froideur. Avec elle, il n'y avait aucune émotion, ni raison. » À l'aide d'un dessin, elle avait même décrit une blessure particulière qu'elle avait infligée à Katie Radcliffe et avait même aussi avoué lui avoir volé un bracelet. Elle est déclarée unanimement coupable. Bon, en même temps, difficile de ne pas la considérer coupable. Le 25 mars 1997, à la Crown Court de Winchester, elle est condamnée pour meurtre à 14 années de réclusion criminelle, après avoir raconté 3 types de récits différents. Dans 2 de ces récits, elle raconte que lors de l'attaque, elle était dans la voiture, qu'elle a eu une relation sexuelle avec la victime, puis qu'elle l'a tuée, et qu'ensuite, elle a jeté son corps. Alors que dans une autre version, elle disait qu'elle l'avait poursuivi et qu'elle l'avait tué en dehors de la voiture. Aussi, elle essaye de nouveau de parler des 2 hommes qui l'accompagnaient. Cependant, comme je vous l'ai dit, ils avaient un alibi sérieux, donc ils ont été écartés de l'enquête. En avril 1996, le mois précédant son inculpation, elle a écrit « Respectez Katie Radcliffe, 4 ans aujourd'hui ». Le 17 octobre 2003, le ministre de la Justice confirme sa peine. 2 mois plus tard, le 10 décembre, la peine est réduite à 12 années. Durant sa détention, Carr continue d'avoir un comportement dangereux pour elle, mais aussi et surtout pour les autres,
puisqu'elle s'attaque à d'autres prisonniers, mais aussi à certains gardiens. Elle a tenté de tuer un de ses camarades en lui tranchant la gorge et s'automutile régulièrement pour être sûre qu'elle est encore humaine. Inutile de vous dire qu'elle continue toujours d'écrire dans son journal et qu'elle raconte tous ses faits. Carr a été déplacée dans plusieurs prisons, elle a même été internée dans l'hôpital de Broadmoor dans la section des schizophrènes. Et le 16 juin 1998, elle est transférée dans un hôpital de Londres dans une section sécurisée. Depuis 2009, elle est éligible à la libération conditionnelle, mais son état mental fait qu'elle ne sera pas libérée tout de suite car elle est considérée dangereuse pour les autres. Gordon Tressler, un psychocriminologue, a déclaré « Il s'agit d'un cas difficile à comprendre. On peut trouver des exemples de meurtres de jeunes enfants par d'autres enfants, mais là, c'est une enfant tuant une femme presque adulte. C'est une personne extrêmement dangereuse car elle est clairement prête à tuer sans aucun motif. Cela rend sa conduite très imprévisible et très dangereuse. Elle est un vrai danger pour le public. » Selon son rapport psychiatrique, Carr souffrirait d'un trouble de la personnalité grave, caractérisé par un trouble de la personnalité antisociale et paranoïde limite. Une autre criminologue, Elizabeth Yardley, a dit « Les journaux intimes sont un moyen de revivre les meurtres. C'est un moyen de les commémorer, de pouvoir revenir en arrière et de revisiter ce moment où elle s'est sentie toute puissante afin de le préserver. Elle ne veut pas l'oublier, elle veut à nouveau avoir cette sensation. » Carr est toujours internée dans l'hôpital de Londres, dans la section sécurisée. Elle suit scrupuleusement son traitement et sa psychothérapie. C'est vrai que, comme l'ont dit les criminologues, c'est un cas un peu particulier. Une enfant qui s'attaque à un adulte, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. En plus de ça, elle est très imprévisible et elle semble complètement détachée du monde dans lequel elle vit. Elle semble vivre dans un monde un peu parallèle. Elle tue, elle revit ses crimes à travers son journal intime, mais on a l'impression qu'elle les revit dans un autre monde et que dans son monde à elle où elle a commis son crime, elle ne se rend pas trop compte de ce qu'elle a fait. Elle aura réussi à devenir la plus jeune meurtrière d'Angleterre, mais heureusement, elle a été arrêtée et internée avant de commettre beaucoup plus de victimes. Et ses parents dans tout ça, rien. Je n'ai rien trouvé sur eux et sur leur réaction face à l'acte de leur fille. Enfin, de la fille et de la belle-fille, puisque c'était son beau-père. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette meurtrière, de ses actes, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.